Je m'étais prise 2 secondes pour Mère Teresa, mais vraiment, ça n'a pas duré longtemps. Et ça a été la claque. J'en ai pris beaucoup des claques dans la méditation. Mais celle-là, elle était... elle était bien comme il faut. Bienvenue dans Looping, des itinéraires d'aventuriers spirituels. Je vous emmène virevolter dans les multiples virages que prend la vie quand on commence à s'asseoir et à regarder à l'intérieur de soi. Si vos parents aiment ce que vous faites, c'est que c'est probablement de la merde. On doit cette citation tout en douceur à Keith Richards, le célèbre guitariste des Rolling Stones, qui, il faut l'avouer, n'était pas vraiment connu ni pour sa modération, ni pour sa carrière de banquier. Marianne, elle, avait tout pour rendre ses parents fiers d'elle. Une scolarité brillante, exemplaire, une entreprise qu'elle a créée avec son frère qui cartonne. Alors, au temps intermédiaire du slalom de l'existence, elle était bien en avance. Mais en enchaînant les succès et en dévalant la pente à toute vitesse, quelque chose s'est perdu. Derrière les dorures d'un CV qui se remplissait vite, l'éclat du regard s'est quelque peu terni, jusqu'à ce que le filament de la méditation apparaisse dans son ciel. L'histoire de Marianne, c'est celle d'une sceptique, de quelqu'un très loin de nager dans la pataugeoire de la spiritualité. C'est donc l'histoire d'une itinérance intérieure, d'une transfuge de la croyance. Et c'est pour ça que j'espère que cet épisode retentira tout particulièrement pour celles et ceux qui se disent « la méditation, c'est pas pour moi ». Car si il y avait bien une personne sur laquelle Bouddha n'aurait pas misé un copec, c'est Marianne. Des bancs d'école de commerce aux hospices de lépreux en Inde, et avec comme fil directeur les pina coladas, voici les loopings exotiques et tropicaux de Marianne. Je viens d'un petit village de campagne dans les Yvelines, où j'habitais avec ma famille, ma mère, mon frère, mon père. Voilà, je dis souvent que j'ai eu une enfance classique et surtout assez privilégiée. Peut-être que c'est pas si classique que ça en fait, une enfance privilégiée. Et ce qui n'a pas empêché que je commence à me poser des questions existentielles banales mais lancinantes dès l'adolescence, jusqu'à ce que ça devienne carrément ce que j'appelle ma crise de la 25e. Et cette crise de la 25e, en fait, elle venait d'un constat qui me laissait vraiment perplexe. C'était en fait comment ça se fait que j'ai tout pour être heureuse, que je sois très consciente d'avoir de la chance, mais que intérieurement, si j'étais honnête, en fait, j'étais pas heureuse. Et moi, j'avais été quelqu'un d'assez obéissant, on va dire, et on m'avait dit si tu fais tout bien comme il faut, et à la fin, tu seras heureuse. Moi, j'avais bien suivi les règles. Règle numéro 1 qui m'a été très très forte inculquée dès mon jeune âge, c'était sois une bonne élève, fais une bonne prépa, fais une bonne école, ensuite tu auras un bon métier, tu gagneras de l'argent, tu construiras ta famille, tu auras des enfants et puis tu seras heureuse. Je me suis arrêtée un peu plus tôt que prévu. Donc cette crise de la 25e, elle a stoppé net la voie toute tracée qui se présentait à moi. Je me suis arrêtée un peu après mes études, en fait. Je venais de finir mon école de commerce. J'avais monté une boîte avec mon petit frère et elle marchait bien. C'était pas une multinationale, hein, c'était une petite entreprise de famille, mais je me retrouve à la 25e avec ce truc un peu fou de regarder la liste, la checklist là, et de voir que je cochais bien toutes les cases. En fait, j'ai le bon diplôme, j'ai une petite boîte qui marche, j'avais un copain à l'époque, j'avais plein d'amis, je voyageais, je faisais la fête, j'allais au resto, à l'opéra, j'étais investie dans des assos, enfin vraiment une vie riche et une vie qu'on pourrait appeler une vie réussie sur le papier en tout cas. Et en fait,
à l'intérieur de moi, un espèce de bazar. C'est le chaos, quoi. Au lieu du paradis promis, moi, ce que je ressens, c'est beaucoup de stress. Je suis une insatisfaite chronique. Je courais dans tous les sens, je trouvais que ça n'avait pas de sens. Je m'ennuyais vite, je m'énervais vite. Je me rappelle partir au Brésil avec mon amoureux de l'époque. Et le Brésil, je sais pas pourquoi, c'était mon rêve depuis toute petite. Dans toute cette phase où il y avait ce mal-être, je me disais oui, mais je vais aller au Brésil. Et là, j'arrive au Brésil. Et je me rappelle, je suis à Rio. Et tout est parfait. Il y a la plage, la musique, les mojitos, le soleil, mon mec. Et moi, je regarde ça et je ressens rien. Enfin si, je ressens comme d'habitude, en fait. Je ressens du stress, je ressens de l'agitation, je ressens de l'insatisfaction. Je ressens une sorte aussi d'anesthésie un peu. Je me sens à distance, je sens que je passe à côté de la vie et je comprends pas comment. C'est possible parce que tout est là pour kiffer, mais je kiffe pas. Ça, c'est un moment où je me dis non mais alors là meuf, tu débloques complètement, t'es à côté de tes pompes. Enfin, t'as une vie de rêve, t'es dans le pays dont tu rêvais, t'es en vacances, tout est parfait. Donc là, c'est que t'as vraiment un problème. Forcément. Parce que là, il n'y a plus rien à changer dans les conditions extérieures, elles sont parfaites. Donc c'est qu'au niveau des conditions intérieures, il y a quelque chose qui cloche, je crois. Sauf qu'à l'époque, j'y connais rien du tout à la méditation, je connais rien de tous ces sujets, voire même je suis sceptique de ces sujets. Ils m'intéressent pas et même ils me braquent. J'ai l'impression que c'est un truc pour les gens perchés, qui ont trop fumé, qui sont perdus. Enfin, j'ai beaucoup de jugement en fait sur tous ces sujets de spiritualité ou de développement personnel. Je crois que ça s'est pas fini tout de suite par une rupture avec mon mec de l'époque, mais clairement on n'a pas passé des bonnes vacances. On a eu une conversation où je lui ai dit tout ça. Je crois que c'est le premier à qui je confie mon état intérieur et où je dis je dois être toute cassée parce que tu vois là on est au paradis et moi je suis toujours pas heureuse. Et je me rappelle après ressentir un grand soulagement, juste de me dire d'avoir pu partager ça en fait, parce que je le gardais beaucoup pour moi, vu que tous mes copains d'école, de commerce, je trouvais ça compliqué de leur dire hey, les gars, est-ce que vous aussi là dans vos vies parfaites vous trouvez qu'il y a un truc qui cloche et qui pue quoi, ou est-ce que non, il y a que moi? Et là c'était la première fois que j'en parlais à quelqu'un. Donc je sais pas exactement comment ça se finit le Brésil, je sais juste, ça finit avec la continuité de ce gros point d'interrogation et de cette prise de conscience que vraiment j'ai besoin de réponses, j'ai besoin de comprendre en fait, et aussi j'ai besoin que ça change. Ouais, je me rappelle me dire si c'est ça la vie en fait, ça m'intéresse pas. Et c'est dur de se dire ça à 25 ans quand même, c'est un peu bizarre. Et en plus, je culpabilisais de ressentir ça. Je me trouvais horrible. Je me disais, t'es vraiment une enfant gâtée. T'as pas le droit de te plaindre. Donc, bouge ton cul et trouve des réponses, quoi. Parce que cette crise de la 25e, au début, c'est une petite crise existentielle, mais après, ça s'aggrave quand même assez profondément. Je pense que ça tombe en dépression, en fait. Et je me sens vraiment démunie parce que ça s'aggrave et que j'ai pas de solution, vu que ma vie extérieure est parfaite. Et à un moment, ça s'aggrave tellement... Je me dis, il y a 3 choses que tu peux essayer pour changer ça, que t'as pas encore essayé: la méditation, la drogue ou le suicide. Et j'ai commencé par la méditation.
À un moment, sur un coup de tête, je pars faire une retraite de méditation en Thaïlande. Je me rappelais avoir une copine de l'ESSEC qui, pendant qu'on était étudiante, était partie faire cette même retraite. Et je me souvenais, quand elle était rentrée, avoir vu un truc qui avait changé chez elle. Je m'en rappelle encore, c'est marrant, ça me donne encore des frissons. Je me rappelle avoir vu son regard et m'être dit, mais what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Mais dans cette phase où moi, ma crise de la 25e, elle s'était aggravée et où je sentais que mon regard, il était devenu franchement terne et creux, j'ai cette image-là qui m'est revenue de... J'avais vu les yeux de Fanny, pour la nommer, qui pétillaient d'un truc tellement plus vivant et plus joyeux et plus serein. Et j'avais envie d'essayer de trouver ça. Je postule, il y a de la place et je pars, mais je crois vraiment du jour au lendemain, en Thaïlande. J'ai informé mes proches de cette retraite. Je pense qu'ils m'ont prise pour une fêlée. Je crois que ma mère et mon frère m'ont soutenue, bien qu'ils aient aussi eu peur que je finisse dans une secte. Mais en fait, comme à l'époque quand même, j'allais pas bien, je crois que les gens se disent bon bah peut-être que ça va lui faire du bien et c'est ok. Oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que entre-temps mon père est mort suite à plusieurs années de maladie. Et ça a participé évidemment à aggraver le mal-être. Et en même temps, ça m'insupportait d'avoir des explications simplistes. Quand je disais que j'allais mal, tout le monde me disait bah oui, c'est parce que ton père est mort. Alors qu'en fait, ce mal-être, il était là depuis mon adolescence, quoi. Et donc je trouvais que les raisonnements étaient simplistes. Et que finalement, il y avait un truc dans la mort de mon père qui m'avait aussi réveillée, qui m'avait mise... ça m'avait mis une espèce de petite claque, une grosse claque même, avec une urgence, justement, de trouver des réponses et de pas gâcher cette vie courte et précieuse. Donc voilà, du coup, quand je pars, je pense que mes proches ont un peu peur, mais la plupart me soutiennent. Ma première impression quand j'arrive dans le centre, c'est très joli, c'est très simple. C'est dans une forêt luxuriante. Les bénévoles sont gentils, mais peu loquaces. Je sens qu'effectivement, ça va pas être du grand bavardage et pour cause, c'est une retraite en silence. Non, ma première impression, elle est plutôt douce et je sais pas du tout ce qui m'attend. Je ne sais pas encore que je vais me prendre un méga choc. En tout cas, ça ressemble pas à une secte, donc je suis assez rassurée. Et je me rêve un peu que ça va du coup peut-être être une cure de relaxation et de zénitude totale, vu que c'est à ça que j'associe la méditation. Et ça va pas du tout être ça. Déjà, je me rappelle être impressionnée parce qu'on est 200. C'est un énorme centre de méditation. Il y a que des Thaïlandaises, des Thaïlandais, à part 2-3 touristes. Les hommes et les femmes sont séparés. C'est la première fois que je vois ça. Hommes et femmes séparés, à part dans les vestiaires de football. Et quand on s'assoit, là je me redis, qu'est-ce que je fous là ? Je me rappelle, il y a une espèce de musique qui commence, avec une voix un peu caverneuse. Je me dis, mais n'importe quoi. Allô ? Ça va pas le faire du tout. Et puis passer cette musique chelou... je fais la bonne élève, je suis les instructions. Et par contre, ce que je découvre pendant cette pratique de méditation, ça n'est absolument pas la zénitude et la relaxation, c'est le bordel total qui règne en moi, aussi bien dans ma tête que dans mon cœur, que dans mon corps. Et presque un sentiment de panique, en fait, de me dire, mince, en fait, je vais rester 10 jours en silence avec moi-même, face à face avec moi-même, sans aucun échappatoire, parce qu'on ne peut pas lire, pas écrire, pas parler, pas de téléphone, pas d'internet, rien du tout. Et du coup, pour une hyperactive, bavarde, fêtarde, c'est assez contre-intuitif cette retraite de méditation. Quand j'y repense. Et je le vis hyper mal. Je passe les pires 10 jours de ma vie, je pense. Et donc je galère pendant 10 jours, je comprends rien, j'ai plein de pensées, alors je croyais qu'on allait trouver du calme,
j'ai mal partout, je m'emmerde à tel point que je finis par... On n'a pas le droit de lire, donc je finis par apprendre par cœur la composition de mon savon au dos de mon gel douche. Tellement je m'ennuie et tellement je sais plus quoi faire d'autre. L'autre truc que je fais, parce que je m'ennuie et qu'on a le droit de rien faire, c'est que je prends des douches, j'essaye toutes les douches. Donc je prends plusieurs douches par jour, j'essaye toutes les douches du centre. Chaque fois qu'il y a un peu de temps libre et que je m'ennuie, je vais prendre une douche. Il y a des moments où j'ai voulu partir, et je suis pas partie pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on était paumés au milieu de nulle part, donc je savais pas comment repartir. Et la deuxième, c'est quand même, chaque fois que je voulais partir, il y a quand même une petite voix qui disait, bon, quand même, au point où t'en es, de toute façon, t'as tellement pas trouvé autre chose dans la vie qui t'attend dehors, donc va au moins au bout de cette expérience. Et il y avait peut-être aussi un peu d'ego de, quand tu l'auras fait, tu pourras dire, ouais, j'ai fait 10 jours en silence, en méditant 11 heures par jour, gna gna gna. Donc il y avait aussi un petit challenge, je pense, que je me mettais à rester jusqu'au bout. Et puis tous les jours, je me disais quand même, peut-être que demain, ça ira mieux, et peut-être que demain, je sais pas, je vais atteindre l'éveil, ou je vais atteindre cette fameuse zénitude, etc. Donc j'avais toujours ce petit truc qui me tenait. Et ça n'est jamais arrivé. C'est-à-dire que plein de gens m'ont raconté leur première retraite avec des moments où ils touchent des états de grâce ou de transcendance, mais alors moi, rien quoi. Le Bronx du début à la fin. Et je me rappelle, quand je sors de la retraite, je pleure parce que justement, j'en ai bavé pendant 10 jours et je vois une autre femme qui pleure à côté de moi et je me dis, ah, elle aussi, elle en a bavé. Alors du coup, je vais vers elle. À la fin de la retraite, le dernier jour, on a le droit de parler. Et je lui parle en anglais et je lui demande si ça va et pourquoi elle pleure. Et là, elle me dit, je pleure de bonheur. Et moi, je suis tellement en détresse. Je me dis, mince, la seule personne qui pleure, j'espérais un peu qu'elle était comme moi, qu'elle pleurait parce qu'elle en avait bavé, mais c'est pas ça. Elle pleure de bonheur. Et donc c'est étrange la sensation que j'ai en sortant. À la fois j'ai une frustration parce que j'ai pas touché des états particuliers de joie ou de sérénité ou de spiritualité ou que sais-je, pas du tout. Donc je suis hyper frustrée, déçue, je me dis que j'ai un problème, que je suis pas normale. Mais en fait il y a une autre partie de moi, une espèce d'énorme intuition qui débarque. Et c'est cette partie-là qui va gagner. Et cette intuition, elle dit, ah ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé ce que je cherchais. J'ai trouvé une pratique qui n'est pas une pilule magique, clairement, mais une pratique qui va m'apprendre à vivre cette vie d'être humain, avec tout ce que ça comporte de complexité, de joie, de peine, de bazar au niveau mental, émotionnel ou physique, de ressources potentielles. Ouais, une pratique qui allait m'aider à vivre, quoi. Parce qu'en fait, j'avais appris beaucoup de choses à l'école, mais pas ça. Et c'est hyper fort, parce que quand même, moi d'habitude, je fais que des trucs qui me font plaisir tout de suite. Et là, en fait, j'en ai bavé pendant 10 jours, ça m'a pas du tout fait plaisir. Et pourtant, il y a une voix en moi, mais vraiment... très très clair qui dit non, c'est ça, t'as trouvé ton truc, t'as trouvé ce que tu cherchais. Ça s'est vraiment imposé à moi comme une évidence que j'arrivais pas à expliquer, contre laquelle je luttais un peu d'ailleurs en me disant non mais quand même n'importe quoi, cette pratique elle est douloureuse, elle est inconfortable, elle te fait pas plaisir, en plus tu vas finir hippie ou dans une secte. Pourtant, je peux dire que j'avais pas eu de clarté comme ça depuis longtemps, voire jamais. Je me sens beaucoup mieux, clairement. Et quelques temps après cette retraite, je vais connaître un moment qui va durer longtemps, qui va durer plusieurs mois, presque un an. Un état de grâce, ouais, on pourrait appeler ça comme ça. Un état de joie, en fait. Comme j'étais en dépression, je pense, avant. Ça faisait longtemps que j'avais pas expérimenté cette joie. Et c'est ça aussi qui va soutenir le fait que je me mette après dans la méditation.
C'est que certes, j'ai beaucoup galéré pendant ma première retraite, mais ensuite, j'ai connu une année un peu d'extase. J'ai repris le travail, j'avais repris tout comme avant, mais c'était plus du tout pareil. En fait, extérieurement, rien n'avait changé. Les mêmes problèmes, les mêmes amis, les mêmes joies, peines, tout pareil, mais plus vécu pareil. En fait, ma sensation, c'était une sensation d'avoir ressuscité. C'est-à-dire comme si je m'étais réveillée d'un coma ou d'une anesthésie hyper engluante qui avait duré plusieurs années, où tout était à distance, tout était un peu confus, tout était lointain, tout était un peu lourd. Et tout d'un coup, quelque chose s'était réveillé. En fait, la vie en moi s'était réveillée, quoi. Et m'avait remise en contact avec... J'allais dire, la vie m'avait remise en contact avec la vie, mais un truc un peu comme ça. Et je me sentais hyper vivante, hyper reliée... mais au point que parfois, je me sentais cruchasse. Hein. J'étais dans la rue, tout d'un coup, je marchais, et puis j'allais entendre un oiseau, et je l'entendais tellement que ça me donnait envie de pleurer. Mais ma pauvre fille, tu deviens mystique. Et ça allait aussi avec une énergie de dingue. J'avais une énergie, mais je ne pouvais plus dormir. Donc j'allais danser toutes les nuits, pratiquement toutes les nuits. Je dansais. Je faisais des after électro jusqu'à pas d'heure. Je prenais pas de drogue. Un jour, en after électro, je sais pas, il devait être midi, un dimanche, quoi. On avait dansé toute la nuit. Et ma mec qui m'avait dit « Mais t'es sous quoi? Ça a l'air trop bien. » Et je lui avais dit ouais, « Je suis sous méditation. » Et je prenais rien, quoi. Et je me rappelle aussi dans cette période, du coup, je regardais mes yeux dans le miroir. Parce que c'était le regard de Fanny qui m'avait fait partir en retraite. Je voyais ça dans le miroir. Je voyais que j'avais récupéré mes yeux. Ils s'étaient remis à pétiller, quoi. Et je me rappelle, quand je suis revenue de la première retraite, je voulais convaincre tout le monde d'aller méditer. J'ai bien vite compris qu'il fallait pas faire ça. Que finalement, tes proches, ça les énerve quand tu essayes de les convaincre qu'il faut qu'ils aillent méditer. Mais par contre, ce que tu dégages, ce que tu rayonnes quand ça commence à transformer des choses en toi, bah ça a de l'impact, ouais. Au bout d'un moment, la méditation m'a fait faire des choix de vie différents, des choix, on peut dire, en rupture. Notamment, j'ai fini par quitter l'entreprise que j'avais montée avec mon frère. Je suis restée associée, mais j'y travaillais de moins en moins jusqu'à plus du tout. J'ai eu envie de me consacrer pleinement à la pratique de la méditation, à la fois à titre personnel, parce que j'avais plein de choses à guérir et que j'avais besoin, et à la fois parce que très très vite je me suis dit ah là là, mais c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie, pas juste méditer pour moi, mais le partager aussi. Mais j'avais envie vraiment de me plonger corps et âme dans la pratique, et je me rendais compte que ça avait pas de sens pour moi de continuer ma vie d'avant, notamment ma vie professionnelle. Je m'y retrouvais plus, quoi. Et j'ai eu beaucoup de chance que mon frère et associé me soutiennent dans ce choix-là, pour pouvoir partir l'esprit libre. Et au départ, quand même, quitter ce qu'on a construit, qui est solide, qui est sécurisant, qui est reconnu socialement, etc. C'est pas toujours facile non plus. Je trouve que la méditation, elle nous invite vraiment à aller à contre-courant de beaucoup de nos habitudes, de beaucoup de dictats aussi. C'est pas aller à contre-courant pour le principe d'aller à contre-courant, mais c'est aller à contre-courant pour trouver le courant qui est vraiment le nôtre. Et donc ça fait abandonner des masques, des représentations, des croyances, des liens aussi, certains liens, des lieux.
J'ai beaucoup voyagé en Inde. Alors ça, pour le coup, c'est méga cliché quand même. Mais il y avait un truc qui m'appelait en Inde. Ouais, je pense de toutes mes expériences, c'est celle qui a été la plus fondatrice, transformatrice. C'est une retraite que j'étais partie faire dans une communauté de lépreux. Et en fait, ça faisait déjà un petit moment que je méditais. À un moment, j'avais l'impression quand même de tourner un peu trop autour de mon nombril. Ce qui était bien au début, parce que j'avais eu besoin de prendre soin de plein de choses dont j'avais pas pris soin avant, parce que je savais même pas qu'on avait une vie à l'intérieur. Mais voilà, au bout d'un moment, je commençais à avoir la sensation dans les retraites de méditation, d'être un peu trop autour de moi, qu'est-ce qui se passe en moi, mes pensées, mes émotions, mon corps, mes névroses. Et j'ai découvert une retraite de méditation qui était aussi un bénévolat dans cette communauté de lépreux. Donc c'était moitié-moitié. Et ça a été la claque. J'en ai pris beaucoup des claques dans la méditation. Mais celle-là, elle était... elle était bien comme il faut. Bah déjà, la première claque, c'est que... En fait, moi, je savais pas ce que c'était la lèpre, mais c'est quand même un peu impressionnant. Et en fait, d'être plongée dans une communauté avec... je crois qu'il y avait 2000 personnes atteintes de la lèpre. Bah, j'étais pas préparée psychologiquement à rencontrer autant de souffrance autour de moi. Je m'étais prise 2 secondes pour Mère Teresa, mais vraiment ça n'a pas duré longtemps. J'ai vu assez vite mon incapacité à aider parce que j'étais choquée. Je ressentais du dégoût parce que c'est physiquement éprouvant en fait. Pareil, hein, encore une fois, je me suis dit qu'est-ce que je fous là et j'ai eu envie de me barrer. De me barrer à Goa, danser, et hop, recommencer les pina coladas. Et je suis restée, c'était 1 mois. En fait, ce qui était très spécifique pour moi dans cette retraite, déjà, c'était l'alternance entre des temps de méditation et des temps d'action. C'est-à-dire que pendant 1 mois, pouvoir vraiment alterner des temps de pratique avec des temps en lien avec les autres, des temps de service, des temps de partage. Ça avait été très aidant, parce que d'habitude, j'allais en retraite pendant 1 semaine ou pendant 3 semaines. Puis après, je sortais, je me retrouvais dans, entre guillemets, la vraie vie, et j'arrivais pas à intégrer ce que j'avais appris dans la méditation, dans la retraite. Et là, en fait, on était avec nos enseignants, et toute la journée, on intégrait. On méditait, hop, tout d'un coup, on se retrouvait, bim, face à la souffrance, face au dégoût, face au rejet, face à la maladie, et on intégrait en live, en fait, les enseignements. Donc ça, c'était très, très puissant. Et l'autre élément majeur de cette retraite, c'est que c'était une retraite très tournée autour de méta, autour des pratiques de bienveillance et de compassion. Dans la pratique de la pleine conscience, comme je l'avais apprise au départ, qui était plus orientée sur essentiellement l'attention à la respiration, aux sensations, etc. Les pratiques de bienveillance et de méta, c'était un peu, ça venait un peu comme une cerise sur le gâteau. Genre à la fin, on en met un peu. Alors que là, c'était au centre. Donc c'est vraiment les pratiques au niveau du cœur, et moi, c'est celles qui m'ont le plus transformée, en fait. Je pense que mon cœur, il était complètement congelé, complètement barricadé, complètement... Je disais tout le temps, moi, j'ai un cœur de pierre, j'aimerais jamais quelqu'un. Bon, depuis, j'ai pris conscience que tout ça, c'était bien faux, mais ouais, j'avais une dureté intérieure à ce niveau-là, au niveau du cœur, et ça m'a fait... Cette pratique et cette retraite a fait fondre la paroi de glace, quoi. Mon corps, c'est le truc le plus flagrant que j'ai ressenti. J'avais un état quand même constant d'anxiété. Ça s'était beaucoup diminué depuis la méditation, mais il y avait une partie de moi toujours un peu anxieuse. Je me réveillais anxieuse, en fait, c'était un état par défaut. Le stress était là comme une seconde peau, quoi. Et donc pendant cette retraite, un matin, je me suis réveillée. Et c'était fini. Je me suis réveillée, mon corps, il allait bien. J'étais légère, j'avais pas d'anxiété, ça m'a fait hyper bizarre. D'ailleurs, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cet état? Ah, c'est comme ça qu'ils se sentent, les gens normaux. Genre, ils se réveillent le matin, ils vont bien. Ils sont de bonne humeur. Et c'est comme si mon système nerveux avait basculé. Au lieu d'être dans un état par défaut de stress et d'anxiété,
Il s'est mis par défaut dans un état de détente et de joie. Et de temps en temps, j'ai des moments de stress, normal comme tout le monde. Alors qu'avant, c'était le stress tout le temps et de temps en temps, des moments de joie et de repos et de détente. Et ça, cet équilibre, il a complètement shifté. Ce que je disais, ce que j'ai ressenti, c'est... J'ai ressenti un attendrissement au niveau du cœur. En fait, j'ai ressenti mon cœur. Peut-être ça que je devrais dire. Je disais souvent dans les retraites de méditation que je faisais avant, mon problème principal, je disais, moi, mon cœur, je le trouve indifférent. D'ailleurs, je supportais pas du tout les pratiques de méditation qui parlaient d'équanimité, parce que je croyais qu'équanimité, ça voulait dire indifférence. Et moi, j'étais déjà dans l'indifférence et j'en souffrais. Et j'avais l'impression que mon cœur, il était froid, dur, et pas très vivant. Et là, il est devenu doux, chaud, tendre. Du coup, le cadeau surprise qui va avec, c'est la vulnérabilité. Alors ça me plaisait pas trop. Mais finalement, je me disais, il y a quand même un prix à payer à ça, quoi. Et le prix, c'est la vulnérabilité, clairement. Et je l'éprouve là depuis plusieurs années. Maintenant que mon cœur, il est ouvert, oh là là, disons. Mais je comprends pourquoi on le planque, ce truc. J'ai passé quand même, ça fait 10 ans que j'ai découvert la méditation, je pense les 7 dernières années à voyager, à méditer et à transmettre cette pratique. Voilà, c'était l'histoire de Marianne, celle d'une découverte plutôt précoce et salvatrice de la méditation. Ce qui me touche dans son récit, c'est d'entendre un autre chemin vers la méditation, d'une personne à des années-lumière de la spiritualité, a priori étrangère au monde de la méditation et qui est pourtant entrée de plein pied dedans. Après les péripéties qu'elle nous a racontées, Marianne a continué son chemin dans la méditation, elle l'enseigne depuis plus de 10 ans. Elle a aussi écrit 2 livres, le premier est publié chez Flammarion et un deuxième qui vient de sortir et qui s'intitule poétiquement et dans un style qui n'appartient qu'à elle, Pète un coup. Vous trouverez toutes les références de ses formations et les liens vers ses livres sur son site internet mariannelénard.com. Merci d'avoir écouté Looping, un podcast écrit et réalisé par Colasibo et soutenu par le fonds de dotation Nouveau Monde. On se retrouve la prochaine fois avec Norine pour un récit de vie de méditant autour de la compassion animale. Dans mes actes vétérinaires, ce qui m'importait, c'est d'être le meilleur, d'initier des choses que personne n'avait jamais faites, de faire des premières mondiales, de faire du purification que personne n'avait jamais faite. J'étais dans cet état-là. Et là, j'ai réalisé que il y a quelque chose qui n'allait pas. J'avais oublié en fait qui j'étais. Dans le sens où j'avais oublié la promesse que j'avais faite à mon ours en peluche de soigner le monde. Et lorsqu'il effectivement il est décédé, je me suis regardé devant la glace et je me suis dit que je n'étais pas la personne que je voulais devenir. À la prochaine fois donc, et d'ici là, si vous croisez la sagesse dont le verre est dangereusement vide, n'hésitez pas à lui resservir une petite lichette de rhum. Bonne méditation à toutes et à tous, à la prochaine, ciao, bye bye.